Agilité, pouvoir d'agir et facilitation. Les résultats de cette enquête que nous avons effectuée auprès des travailleurs sociaux et des cadres des collectivités territoriales qui ont participé à la démarche mettent en perspective de façon unanime l'intérêt fort de l'intervention collective dans le cadre de l'accompagnement social, en travail social et en intervention sociale. Cependant, un des autres résultats extrêmement importants est la problématique de ce que nous pourrions nommer le millefeuille administratif, où nous nous rendons compte que dans l'ensemble du process de mise en œuvre d'une intervention collective, tout peut être potentiellement empêchement. De la décision, de la réservation d'un véhicule adapté, de la réservation d'une salle, de la gestion d'horaires parfois atypiques, de la capacité de prise de décision en opportunité, tout semble venir interroger des modalités organisationnelles de nos collectivités qui peuvent poser souci. Se rajoute à ça enfin la question de la juste utilité de l'intervention collective, ça veut dire de la capacité à communiquer sur l'intérêt de sa mise en œuvre. « 58% des réponses exprimées par des assistants sociaux, 14% par des éducateurs spécialisés, 11% par des CESF et 16% par des diplômes hors champ du travail social, psychologues, puéricultrices, infirmières médecins, DEIS, médiateurs familiaux et étudiants en travail social. Un tiers environ des répondants ont 20 ans et plus d'expérience professionnelle, un tiers entre 10 et 20 ans, et enfin un tiers moins de 10 ans. L'intervention collective est un outil incontournable de l'intervention sociale. En effet, 90% des personnes interrogées estiment qu'elle est une réponse à l'isolement social, qu'elle favorise la mixité des habitants d'un territoire et qu'elle a un impact positif sur l'accompagnement individuel. Pour cela, elle doit être ouverte à tous les types de publics. Nous recueillons un large consensus de la part des personnes interrogées sur 2 points. D'une part, la quasi-totalité d'entre elles considèrent que les interventions collectives doivent être construites avec les habitants d'un territoire et les personnes concernées. D'autre part, ils estiment que cette méthode d'intervention nécessite la mobilisation du partenariat. Plus des 3/4 des répondants considèrent que les jeunes professionnels sont opérationnels pour conduire des interventions collectives, même s'ils estiment que la formation initiale ne les prépare pas suffisamment. En revanche, plus de la moitié des répondants considèrent que la formation continue est un véritable levier pour développer les compétences pour la mise en œuvre d'interventions collectives. « 90% des cadres pensent que l'intervention collective doit faire partie du plan d'action ou projet de service. Pour 60% d'entre eux, il n'est pas nécessaire de réunir d'importants moyens financiers. Néanmoins, 60% des répondants affirment que cela nécessite une organisation spécifique pour leur mise en œuvre. 55% pensent que les services ne s'organisent pas pour permettre leur implication dans des interventions collectives. La moitié pense pouvoir trouver un soutien méthodologique et technique dans la collectivité, alors que l'autre moitié ne partage pas cet avis. Dans cette enquête, nous nous sommes attachés à identifier les freins, les leviers et recueillir également les propositions des répondants. 45% déclarent avoir les outils et les moyens pour mettre en place des interventions collectives. Par contre, 55% n'ont pas suffisamment de moyens pour développer ce type d'intervention. Leurs propositions portent sur le besoin d'inscrire les interventions collectives dans un projet de service avec une organisation adaptée à leur développement et favorisant leur mise en œuvre. De prévoir également l'accompagnement méthodologique, tant pour la réalisation d'un diagnostic que dans la démarche de co-construction et la démarche d'évaluation.
De penser aussi à proposer des formations, pour 34% des répondants, c'est important. De mobiliser également les moyens financiers, les moyens matériels pour mettre en œuvre ces interventions. Et enfin, surtout, de favoriser le partenariat et la transversalité. L'action collective doit redevenir l'avant-garde du travail social. Aller vers, c'est être avec. Ce qui freine et motive les personnes en situation de précarité ou de pauvreté pour participer à des projets collectifs. Un peu partout, des professionnels de l'action sociale mènent des projets d'intervention collective et souhaitent y associer le plus grand nombre de personnes concernées. Mais dans ces projets, ils constatent que les personnes en situation de précarité ou de pauvreté sont rarement présentes. Nous avons travaillé avec des militants d'ATD Quart Monde et des personnes accompagnées par des maisons des solidarités de la Haute-Garonne pour comprendre leurs difficultés à participer à ces projets, mais aussi ce qui peut les motiver. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de freins et même parfois de vrais obstacles que nous n'aurions pas imaginés. Les freins. Le vécu avec les professionnels. Beaucoup de professionnels ne sont pas disponibles quand on les appelle par rapport aux problèmes de notre famille. Alors, quand après ils nous invitent pour des réunions, on n'a pas envie de participer. Parfois aussi, le professionnel qui invite fait partie d'un service qui peut faire peur. Par exemple, des parents peuvent avoir peur de participer à une action parentalité proposée par la PMI parce qu'ils craignent le placement de leur enfant. Parfois, on est invité par un flyer, mais il y a trop d'écrits, des mots compliqués à comprendre. Dans ce cas-là, on le jette directement à la poubelle. Pour les personnes qui ne savent pas lire et écrire, ça les exclut tout de suite. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans des réunions ou des activités de ne pas comprendre ce que voulait dire le professionnel. Je n'osais pas le dire, mais la fois suivante, je ne revenais pas. Quand c'est le professionnel qui présente le projet ou la réunion, ça dépend comment il le présente. Si déjà le professionnel n'est pas convaincu, il ne donne pas l'envie. Parfois, on participe à des réunions et elles sont mal préparées. Faire des réunions pour ne rien dire et en rester au même point. Après, on n'a plus envie de revenir. Ça m'est arrivé de participer à une réunion et je me suis aperçue qu'on parlait dans le vide. Ce que je disais n'était pas entendu, pas retenu, pas écrit. On n'était pas pris au sérieux. J'avais l'impression de meubler et que ça ne servait à rien. J'étais trop fâché par rapport à une discrimination que j'ai subie de la part de la mairie. La méconnaissance et la peur de l'inconnu. Il y a des projets ou des réunions où j'aurais bien voulu assister, mais des peurs me bloquaient, ouvrir et passer la porte seule. Ne pas avoir les codes de la société, c'est-à-dire la peur de ne pas savoir se tenir en société, savoir si on peut rire ou pas, savoir ce qu'on va nous demander. Parfois, on ne connaît pas le lieu de la rencontre. On a peur aussi de se perdre dans les transports. Il y a des lieux qui font peur, comme la mairie, l'école, le centre social. Des personnes ont peur de participer parce qu'elles ne parlent pas bien le français, les personnes étrangères ou parce qu'elles ne savent pas lire et écrire. Les difficultés de la vie. Parfois, on a des rendez-vous ou une urgence au même moment. Parfois, l'urgence est de protéger les enfants, de trouver à manger. Il y a aussi le problème des enfants à garder ou les adolescents instables qui nous empêchent d'être absents trop longtemps. Quand on travaille, parfois, on nous dit du jour au lendemain « Demain tu travailles », alors que normalement, on était de repos. J'ai déjà été invitée à des réunions et je n'y ai pas été parce que c'était trop loin et je ne savais pas si on me rembourserait quelque chose. Parfois, on peut nous demander une participation financière pour pouvoir accéder au reste du projet. C'est gratuit au début et vient s'ajouter une visite d'un musée, un pique-nique ou aller au cinéma. Il y a aussi la maladie, le handicap. Parfois, les réunions sont dans des lieux inaccessibles, avec des difficultés pour se garer ou des escaliers à monter pour des personnes en fauteuil roulant. Il n'y a pas toujours de transport en commun et dans certains quartiers, on a peur de rentrer le soir. Le vécu d'exclusion. Certains disent que la mairie, ce n'est pas un endroit pour eux. Ils se disent « on n'en voudrait jamais des gens comme nous à la mairie ». On a une appréhension, on sait que quand on va arriver, personne ne va nous aborder, on est mal à l'aise. J'ai peur de me trouver avec des personnes de notre milieu que moi, par exemple des personnes politiques, des riches qui ont fait des études très poussées. Notre physique, notre tenue, on a honte, même si on s'habille bien. Quand on se regarde dans la glace, on se dit « on va se moquer de moi ». Alors, j'y vais pas. On a peur de ne pas être écouté,
que l'on se moque de nous, de passer pour des idiots si on nous demande de prendre la parole ou de faire des choses qu'on ne sait pas faire. La peur que les personnes qu'on rencontre soient indiscrètes et rentrent dans notre vie privée. On a peur de s'énerver quand le sujet nous touche de près. On a peur aussi que cela ne nous plaise pas, et si ça ne nous plaît pas, on ne va pas oser le dire. On a peur que les enfants fassent du bruit et que l'on demande de sortir. Quand on laisse nos enfants gardés par quelqu'un d'autre pour venir à une réunion, on a peur que le juge ne nous rate pas et qu'il considère qu'on abandonne nos enfants. La difficulté d'être représentant. Parfois, dans des projets, on nous demande de venir comme représentants et on a peur de ne pas bien représenter les autres. Parfois aussi, on a peur que les décisions prises pendant la réunion où on est représentant ne soient pas en accord avec le groupe. Il y a aussi la peur de ne pas savoir parler en public. On a peur aussi parfois d'être utilisé, manipulé. Tous ces freins font que souvent les personnes les plus en difficulté ne réussissent pas à participer à des actions collectives. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées ou motivées. Voilà ce qu'elles disent de leur motivation. On participe pour que les projets améliorent notre quotidien pour nous, pour notre quartier, l'école, la société. On participe pour la vie, l'avenir des enfants et des jeunes. On participe pour que cette vie de galère n'arrive plus à d'autres. On participe pour apporter notre savoir, nos idées, notre intelligence, comme des citoyens normaux, d'égal à égal. Parfois, on va à une réunion pour voir ce qu'il s'y passe, les gens qu'il y a. On y va par curiosité. On se dit, je trouverai peut-être des solutions pour résoudre mon problème, en parlant avec les autres. On participe pour sortir de l'isolement, faire des choses que je n'aurais pas osé faire seule. On participe pour se défendre en collectif parce qu'ensemble, on est plus fort. Les conditions pour que les personnes en situation de précarité ou pauvreté participent. Identifier clairement les freins et les motivations des personnes concernées est une étape essentielle pour la réussite du projet. Cela permet de déterminer les leviers à mettre en œuvre pour que les personnes viennent participer au projet, y soient à l'aise et y contribuent d'une manière intéressante pour elles et pour tout le groupe. On peut citer quelques leviers, valables dans tous les projets. C'est important que les travailleurs sociaux soient à l'écoute des personnes pour comprendre ce dont elles ont besoin et ce qui les intéresse, et du coup leur proposer des projets qui vont leur donner envie de participer et de s'investir. On est motivé si on peut faire confiance, si on a des garanties que les projets pourront aboutir, s'il y a des financements. Si les promesses ne sont pas tenues, après, il n'y a plus de participation. On attend que les professionnels soient motivés et disponibles. Ils doivent s'assurer que les transports ne posent pas de problème, mettre en place une garde pour les enfants, prévoir un moment de convivialité. Il faut être vigilant sur l'invitation. Comment est-elle formulée? Est-ce une invitation orale? La personne qui invite est-elle de confiance? On sera plus motivé si on sent qu'on a besoin de nous. Il faut dire bonjour avec le sourire, aller au-devant de la personne, expliquer le déroulement. Il faut être attentif au langage utilisé. Pas de sigles, pas de phrases trop longues avec 3 idées dedans. Et vérifier que l'on se comprend. On a envie de participer si on travaille ensemble, si on n'est pas des pions. Quand on fait les projets ensemble, ça montre aussi aux professionnels que les personnes sont capables de faire des choses. Ça valorise des deux côtés. Ça donne un élan aussi à la personne pour sa vie personnelle. Un projet peut en ouvrir un autre. Ça donne de l'espoir à tout le monde. Si le projet est construit ensemble dès le départ, il s'appuiera sur les motivations des personnes et il prendra en compte leurs freins. C'est ensemble, personnes en situation de pauvreté et professionnels, que pourront être réfléchies les conditions de la participation de tous. Et quand on fait cela, ça a bien plus de chances de marcher.
Alors c'est vrai que vous posez la question de comment pendant la crise sanitaire, finalement la question de l'intervention collective a peut-être été mise un peu à l'arrêt par l'obligation de la distance. À la fois c'est vrai, et je le dis moi-même dans le rapport que j'ai été amenée à conduire, mais moi je voudrais poser une autre question, c'est-à-dire est-ce que la question de l'intervention collective, elle était déjà présente avant ou pas? C'est-à-dire est-ce qu'avant la crise sanitaire, véritablement, mais quel temps les travailleurs sociaux peuvent ou ont envie de consacrer à la question collective. Et pourtant, c'est une question fondamentale. Donc moi, j'ai envie d'interroger ça, c'est-à-dire comment la formation les prépare à cette dimension, comment elle la met sur le même pied d'importance que l'accompagnement individuel, et ensuite comment les institutions font une place à cette intervention collective. Ce n'est pas quand on est en période de crise et en période de distance sociale qu'on peut créer du travail collectif si on ne l'a pas initié avant ou si on ne l'a pas pensé avant. Voilà. Mais par contre, moi j'ai eu des témoignages de travailleurs sociaux qui avaient des projets avec des personnes de manière collective et qui pendant la crise du coup ont utilisé des médias pour pouvoir quand même communiquer en groupe avec les personnes et maintenir un lien, certes qui était un lien en distance, en visio comme tout le monde a fait, mais qui ont gardé du lien avec les personnes et qui ont permis aux personnes de rester en lien entre elles. Voilà. Mais ça ne s'initie pas si on ne l'a pas investi avant, et si en tout cas on ne l'inclut pas comme totalement partie prenante de son intervention et de sa vision du travail social. Alors, concernant la formation des travailleurs sociaux et de son évolution, c'est ça votre question, et puis la question des concepts ou thématiques à intégrer ou à approfondir. D'abord, moi, je pense qu'il faut, pour pouvoir appréhender la question de l'évolution aujourd'hui qui serait nécessaire pour les travailleurs sociaux, il faut croiser en fait plusieurs axes actuels, que ce soit les politiques sociales ou que ce soit par exemple la définition du travail social qui a été faite en 2017 et qui donne un certain nombre d'orientations. Et il faut regarder qu'est-ce que dit la stratégie pauvreté, par exemple, sur l'évolution des travailleurs sociaux. Mais il faut aussi regarder comment la question du handicap ou du grand âge aborde la question. Il y a beaucoup question d'inclusion sociale. Donc je crois que c'est au croisement de tout ça qu'il faut aujourd'hui réfléchir à quels sont les axes principaux d'évolution. Alors moi j'en vois plusieurs. Le premier, c'est la question de la place des personnes accompagnées. Je pense que c'est incontournable et qu'il faut vraiment qu'il y ait à ce propos une vraie réflexion dans les écoles de formation pour que les travailleurs sociaux de demain ils aient une pratique qui soit fluide dans la prise en compte des personnes accompagnées, dans leur capacité à intégrer les personnes, notamment à être convaincus que ces personnes ont une expertise sur leur situation et que les travailleurs sociaux peuvent travailler à partir de leur propre perception, de la perception qu'ils ont de leur propre situation et du coup de ce qu'ils sont en mesure, eux, de pouvoir mettre en œuvre ou pas. Et donc, vraiment, il faut qu'il y ait une appropriation de cette fluidité, de cette capacité à pouvoir dialoguer avec les personnes sur elles, aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce qui est important pour elles et qu'est-ce qu'elles se sentent en capacité de faire. Et ça, c'est un vrai changement de posture dans le travail social. Parce que je veux dire, on apprend beaucoup de choses qui font que on peut avoir le sentiment que l'on sait ce qui va être favorable à la personne. Alors, on peut le savoir, mais ça n'a de sens que si on est en capacité de pouvoir avoir ça dans un coin de tête, mais surtout donner de la place à la personne. Donc là, il y a un vrai changement, je pense, d'attitude à avoir, et la question des savoirs expérientiels, elle a été introduite dans la définition.
Et la question de la participation des personnes accompagnées, c'est aussi une question démocratique aujourd'hui dans notre pays. Donc, il faut aussi que les travailleurs sociaux ils soient vraiment dans cette dimension-là. Le deuxième point que je pense qu'il est important à appréhender, parce que depuis plusieurs années, on en parle beaucoup à travers toutes les politiques publiques, c'est la question du parcours des personnes. Alors, la question du parcours, elle est venue parce que on est dans des politiques d'action sociale qui sont quand même beaucoup sectorielles, cloisonnées, etc. Et donc, la question du parcours, évidemment, elle appelle l'agilité à être dans du décloisonnement, à être dans des questions plus de transversalité, voilà. Donc ça, c'est un vrai défi parce que ça veut dire qu'il faut que les travailleurs sociaux, ils ouvrent leurs fenêtres, qu'ils ouvrent leurs portes et qu'ils soient en capacité de pouvoir manier beaucoup de choses avec des cultures et des approches très différentes. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et puis le troisième point que je voulais évoquer, qui traverse beaucoup, c'est tout le discours autour du développement du pouvoir d'agir et du développement social, qui est un enjeu aujourd'hui qui est très, très important et qui rejoint d'ailleurs tous les discours autour des politiques inclusives, hein, que ce soit dans le handicap, etc. C'est-à-dire que la question du développement social ou du développement du pouvoir d'agir, c'est la capacité à aller d'abord à s'intéresser à la question des capacités des personnes et surtout aussi à s'intéresser finalement des ressources du territoire, des ressources qui sont ailleurs, qui sont à côté, et de pouvoir donc s'appuyer là-dessus. Le développement social, c'est cette capacité à dialoguer avec le monde économique, avec le monde culturel, avec les structures qui sont dans les quartiers, etc. C'est faire ensemble plutôt que de faire seul dans un tête-à-tête. Voilà. Alors ça, c'est quand même des changements, je pense, même si finalement ça n'est pas nouveau pour le travail social, mais je ne suis pas sûre que ça a été intégré et que ça soit vraiment dans les pratiques. Pendant la crise sanitaire, il y a eu aussi l'émergence de citoyens qui ont finalement pris en compte un certain nombre de problèmes et qui ont pris des initiatives tout seuls. Ça nous a été rapporté par exemple par les SAMU sociaux qui eux ont croisé des gens dans la rue qui, ne supportant plus cette situation, se sont mis à vouloir eux aussi venir en aide aux personnes de leur quartier qui connaissaient et qui étaient à la rue. Et bien, cette initiative, on en a vu plusieurs. Il y a eu évidemment la réserve civique, il y a eu la réserve sociale dans un appel gouvernemental. Donc il y a quand même un ensemble de personnes qui, dans la crise sanitaire, ont eu envie d'agir, ont eu envie de ne pas rester les bras croisés. Et c'est intéressant parce que je pense que les travailleurs sociaux, souvent, ne prennent pas conscience qu'autour d'eux, il y a plein de ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et que ça romprait aussi, ça serait pour eux un appui dans leur quotidien. Parce qu'un travailleur social tout seul ne peut pas tout seul agir. D'abord parce que ce n'est pas lui qui constitue le lien social avec une personne, il constitue, c'est un passeur, le travailleur social. C'est lui qui va mettre en lien, mais il doit se préoccuper de quel est le lien permanent des personnes. Et donc, le travail de coopération avec des citoyens, avec des initiatives citoyennes qui sont peut-être assez éloignées de nos manières d'agir auprès des personnes, eh bien, je pense qu'il y a un dialogue qu'il faut instaurer. Et là, je pense que dans les écoles de formation, il faut réfléchir à cette question parce que ça vient bousculer complètement un certain nombre de principes qu'on a dans le travail social, où les travailleurs sociaux, ils sont plutôt, parfois, ils ont la tentation de rester
rester dans un cercle un peu fermé, parce que aussi ça protège, parce que le travail social est très attaqué de toutes parts. Donc il y a une tentation aussi à rester peut-être dans l'entre-soi et à trouver que c'est un peu risqué aussi d'échanger avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles de confidentialité, qui n'ont pas tout à fait les mêmes approches dans le rapport aux personnes. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même rapport et la même motivation ou les mêmes raisons pour lesquelles on s'engage qu'il n'y a pas des espaces communs qu'on peut avoir. Voilà. Et je pense que faire société, c'est aussi s'appuyer sur les ressources que l'on a autour de soi, et c'est en tout cas valoriser les initiatives qui sont prises. Et en plus, je suis assez profondément convaincue que les travailleurs sociaux, s'ils voulaient bien prendre conscience de leurs capacités, eh bien, ils pourraient se situer justement comme accompagnants des initiatives citoyennes, comme les aidant finalement à s'organiser et à pouvoir aller au-delà. Et donc c'est autant aussi de ressources gagnées où on peut avoir des alliés. Voilà. Et ça, je pense que c'est important, mais ça veut dire beaucoup d'humilité d'abord, parce que ça veut dire qu'on n'est pas tout seul à pouvoir faire, qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent faire. Et pour autant, ça veut dire une exigence ça veut dire aussi être solide, c'est-à-dire être sûr que le métier qu'on exerce, il est utile, être en capacité de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter, donc quelles sont ses propres compétences. Et c'est ces compétences qu'on met au service d'autres groupes qu'on va pouvoir aider à maturer et à finalement construire des projets. Voilà un peu comment je vois aussi ce besoin et cette nécessité de faire alliance avec d'autres personnes de la société civile.